Alain Deloche, vous êtes chirurgien cardiaque, chef du pôle cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. On peut dire que vous avez participé à la naissance de la chirurgie cardiaque dans les années 70. En 2000, vous avez participé à l'ouverture de l'hôpital européen Georges Pompidou et dirigé depuis cette date le pôle cardiovasculaire. Enfin, je précise que vous avez été cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde et qu'en 1988, vous avez créé la chaîne de l'espoir. Vous êtes avec nous ce matin parce que vous avez publié un livre sur votre propre expérience de patient. Le livre s'appelle « Dites-moi la vérité, docteur » aux éditions Robert Laffont. Et vous y relatez votre expérience de patient dans un service de cardiologie pour un triple pontage coronarien. Alors c'est une drôle d'expérience pour vous qui avez opéré 20 000 cœurs et vous dites un médecin malade, c'est quasiment un conflit d'intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un médecin malade, c'est déjà curieux. Alors, un médecin malade dans sa propre spécialité, oui, là, c'est un conflit d'intérêts. Mais alors, un chirurgien opéré dans son propre bloc opératoire, bon, c'est l'arroseur arrosé. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, en tant que médecin malade? Bon, on va se mettre d'accord déjà sur une chose, la qualité de la médecine. C'est pas mauvais de la revérifier. Alors après, c'est quand même de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire, j'aurais par moments voulu être méconnu, mais c'est impossible. Vous voyez, alors, c'est vrai que, d'une façon générale, il y a une chose curieuse pour les médecins. Ça, c'est 40 ans d'expérience. J'ai côtoyé les médecins pendant plus de 40 ans. Je crois que la plupart des médecins pensent qu'ils ont une blouse blanche magique, qui les met en protection de toutes sortes de maladies. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le médecin ne se voit pas malade. D'ailleurs, ils ont souvent des conduites un peu bizarres. C'est-à-dire que les conseils qu'ils prodiguent, ils ne les pratiquent pas pour eux. Donc, en tout cas, ce n'est pas un voyage que je recommanderais, mais il est très utile. Néanmoins, le bloc opératoire, vous le dites, c'est mon royaume. Ah, mon royaume. Est-ce que vous avez eu encore un peu plus confiance dans votre royaume en tant que malade, du coup? C'est-à-dire que je me suis dit, j'entre dans mon royaume, et au fond, j'avais la tête pleine d'aventures que j'ai vécues dans ce royaume, des bonnes, des moins bonnes. Ouais, on va en parler. Et au fond, je me suis dit à un moment, poupée chiffon. Oui, je me transforme en poupée chiffon, le bras comme ça, respirer comme ça. Et j'ai pris sur moi pour pas gêner l'entourage. De plus réfléchir finalement, presque. De plus réfléchir, poupée chiffon. Voilà, et ne pas gêner l'entourage. Ça, c'est le côté curieux de cette affaire. C'est-à-dire que l'entourage, je le connaissais, très proche, puisque c'était des infirmières, etc. Elles étaient presque plus gênées que moi. Donc, c'est une attitude... Enfin, c'est très curieux comme situation. Qu'est-ce que vous redoutiez le plus, finalement? Est-ce que c'est l'acte chirurgical de celui qui allait vous opérer, puisque le bloc est votre royaume? Était-ce le bloc? Était-ce l'acte chirurgical? Ou était-ce votre santé vous-même et être capable de supporter l'opération? Bon, il n'y avait rien à me dire. Les risques, je les connais. Pas besoin de Alors, le chirurgien a comme terreur deux choses. Un, l'imprévu, l'inopiné. Vous savez, nous, on a des partitions parfaitement réglées. À tel point qu'on peut changer de chirurgien en cours d'opération, sans aucun problème. Ça peut heurter le public, mais de fait, c'est possible. Alors, l'imprévu, à ce moment-là, c'est comme si vous avez un logiciel qui n'arrive pas à se mettre en marche, et donc, c'est là, il faut réagir, et réagir immédiatement dans certains cas. Bien entendu. Et puis, le deuxièmement, c'est l'infection. Ok. Alors, de l'infection, on va parler, Oui, on va en parler dans un instant. C'était une crainte profonde, parce que pour nous, c'est quelque chose. Tout chirurgien craint l'infection. Juste avant, parce que dans ce bouquin, il vous a quand même servi aussi peut-être un peu à comme on dit, dans un langage un peu trivial, à vous sortir un peu les tripes, parce que moi j'y ai appris, mais je ne sais pas si vous le criez sur tous les toits, je ne l'imagine pas. Vous confiez aussi pendant un moment la mort d'un enfant de 7 ans dans vos mains. Vous dites, d'ailleurs j'essaie de reprendre le bon mot, dû à une éraflure, un geste raté. Pourquoi une éraflure sur une aorte, j'imagine, très fragile. Bien entendu. Pourquoi cet aveu dans ce bouquin? C'était le moment? Dites-moi la vérité, docteur. Donc il faut savoir ce qu'il y a dans le cerveau d'un chirurgien. Et curieusement, on me l'a souvent demandé, c'est vrai qu'on a plutôt oublié les succès. On a eu de grands succès.
sauvé des vies au dernier moment, etc., par un prodige. Eh bien, ce qui reste inscrit sont les drames. Et j'ai cité un des drames que j'ai vécu en direct. Et vous savez, là, ça tourne toujours, vous savez, comme en boucle. Bien sûr. Vous savez, d'aller voir les parents et de dire l'enfant est mort, et que vous savez que... Alors, êtes-vous un instrument du destin à ce moment-là? C'est éraflure, c'est rien du tout, mais qui a pris une allure dramatique. Donc je crois que chaque chirurgien a vécu des moments comme cela, et c'était aussi pour essayer de souligner la difficulté de ce métier. Alors vous parliez il y a une seconde des infections. Oui. Je rappelle que vous allez régulièrement aussi en Afrique, Oui. où alors là, l'asepsie se fait carrément, vous le dites, à la javel. Ça vous fait marrer. Ah bah, le premier geste d'un bloc opératoire, c'est la propreté de base. Oui, bon, enfin, donc il n'y a pas mieux que l'eau de javel. Bon. Où est-ce qu'on en est en France, justement là-dessus, et qu'est-ce qu'on préconise en France contre les maladies nosocomiales? Est-ce qu'on d'ailleurs on doit parler de maladies nosocomiales? Je ne sais pas. Oui, nosocomial, ça fait peur. Oui. Et à juste raison. On est près d'1 million de cas par an dans les hôpitaux en France par an. Et on est à l'évaluation grossière de l'ordre de 4000 morts quand même. Bon. Alors, donc c'est énorme, ça c'est paralysant. Et pour tout futur patient que j'ai été, c'est vrai qu'on est terrorisé quelque part. Et ça, là, je l'ai partagé. Là, j'ai partagé. Je dis, là. Alors, on pourrait avoir un vaste débat, on va se concentrer sur la peau. Mais des débats en 40 ans de carrière, comment préparer la peau? Alors bien sûr, on pense au staphylocoque doré. Vous êtes bourré de staphylocoque. Je n'ai rien contre vous, mais c'est la vérité. Je suis bourré de staphylocoque. Et donc cette peau, mais il y a eu, je ne sais pas, une centaine de pratiques. C'est incroyable. Faut-il raser? Quand faut-il raser? Faut-il une douche, 2 douches, 3 douches? Ah, quand vous dites des douches, c'est pas des douches à l'eau, hein? Ah, pas les douches à l'eau. C'est parlons d'un produit phare qui a droit de citer maintenant. Oui, allez-y. C'est la bétadine. C'est la bétadine, le produit phare. Alors, vous vous rendez compte ce que c'est qu'une douche à la bétadine? C'est jaune, hein, généralement. Ah, hein. c'est jaune, Ça sent c'est fort. assez odorant. Vous avez l'impression d'être propre. Mais le problème, c'est pas d'être propre, c'est d'être stérile. Donc, maintenant, quand même, les progrès ont été faits. C'est-à-dire les protocoles sont là, il n'y a plus tellement de multiplicité dans la pratique. C'est-à-dire qu'on rase le plus proche possible de l'incision. Ça, c'est une règle absolue. La douche, bien sûr, la veille, et surtout le matin, c'est le plus proche de. Et badigeonner. Et puis, en plus des produits directs sur la peau, toujours l'ennemi, bien, il y a l'antibioprophylaxie, qui est maintenant complètement protocolisée. C'est-à-dire qu'on vous donne, pendant l'opération, des antibiotiques qui peuvent juguler plusieurs germes. Et ça a été un progrès saisissant, en tout cas dans ma spécialité. Donc, vous voyez, on est de plus en plus armés, mais on n'est pas assez vigilant. Alors il y a quand même de bonnes nouvelles, c'est les chiffres qui sont quand même largement en baisse. Sur le site opératoire, de 54% lors des 12 dernières années, c'est quand même énorme. On voit d'ailleurs ça s'afficher cette baisse, ainsi que d'autres chiffres, puisqu'en 2012, en France, un patient sur 20 a contracté au moins une infection nosocomiale à l'hôpital. Pour 13% d'entre eux, ils l'ont contracté quand même au bloc opératoire, d'où votre inquiétude avant d'y aller. Tout à fait. Alors, les chiffres sont là, mais surtout, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un mieux. Il y a aussi un mieux dans l'observation. Le CLIN, c'est des comités dans chaque hôpital qui surveillent la moindre infection. C'est quand même un progrès considérable. Moi qui ai connu quand même l'aube des temps, le début de la chirurgie, presque le début de la chirurgie cardiaque surtout. Et donc maintenant, tout est chiffré, tout est analysé. Quel progrès! Mais quel progrès! Et bien sûr, mais les germes de leur côté mutent. Bien sûr. Et deviennent résistants. Vous voyez, c'est un combat de tous les jours, où la discipline, le protocole règne. Et le travail des labos aussi. Et le travail des labos, bien sûr. Sur lesquels on cogne quand même assez volontiers, en règle générale. Moi, je ne cogne pas sur les labos, mais les labos nous aident beaucoup. À chaque séminaire, à chaque réunion, ils participent, bien sûr, pour être actifs. La recherche. Mais ce qui est quand même un tout petit peu gênant, lorsqu'on dit nosocomial, c'est vrai qu'on observe bien, mais il manque
enfin il me semble, ce qu'on appelle des enquêtes comparatives. Ça c'est très scientifique. Aux États-Unis, il y a la fameuse randomisation, c'est-à-dire au tir au sort. Mais rendez-vous compte, si je vous opère demain, ce que je ne souhaite pas, et que je vous dise, vous vous rendez compte, vous êtes dans ceux qu'on ne va pas raser, qu'on ne va pas préparer. Vous allez me dire, vous êtes fou? Oui. Vous êtes fou, vous allez vous raser dans votre coin. Et vous êtes fou. Donc vous voyez très bien que la comparaison qui serait scientifique, ce qu'on appelle les études statistiques comparées. On ne pourrait pas l'officialiser. On ne pourrait pas, mais éthiquement c'est impossible. Bien sûr, éthiquement c'est Alors on fait des petites études, des petites approches, mais moi je vous dis, et je le dis fermement, les progrès sont considérables, mais il faut être vigilant. Vigilant, vigilant. À la lecture... Alors juste, je voulais vous dire une chose, c'est parce que il faut revenir à ce que j'ai vécu. Donc, chirurgien, j'ai lutté contre l'infection pendant toute ma vie, et me voilà en train de prendre ma douche à la bétadine. Eh bien, croyez-moi, je me suis lavé plutôt 10 fois qu'une. Et le shampoing à la bétadine, c'est très spécial. Mais j'avais l'impression de me prévenir contre une infection. C'est curieux, parce que j'ai été ardent. C'est pas curieux. J'étais ardent. Et donc, voyez, puisqu'on parle de la douche, moi, je vous dis, et nous avons pu le vérifier, que certains malades, quand on leur dit allez prendre une douche à la bétadine, pensent qu'ils sont sales. Vous voyez, c'est qu'on n'a pas été assez clair. C'est là où le médecin doit faire son travail. Moi, je dis, c'est souvent, il faudrait accompagner un certain nombre de malades pendant la douche. Est-ce que ça veut dire, et en lisant votre bouquin, c'est ce que je me suis dit, et c'est sans doute ce que vous êtes en train de dire là, si vous aviez dû subir une opération il y a 40 ans, au début de votre carrière, est-ce que votre carrière en aurait été changée ? Alors, on ne peut pas imposer comme stage d'être obligatoire, opéré, mais ça ferait pas de mal. Mais ça ferait pas de mal. Alors, surtout pour les petits riens. Et les petits riens qui font tout quand même. C'est-à-dire la phrase « on ne sait jamais ». C'est le principe. Bien sûr, on ne sait jamais. Alors, vous allez rester à jeun. Alors, on reste comme ça, à jeun, oui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est des petites phrases que j'aurais tendance à corriger. Voilà, un certain nombre de choses comme ça. Qui sont et vous diriez quoi alors, plutôt qu'on ne sait jamais? Vous expliqueriez pourquoi il faut rester à jeun? Je crois qu'il vaut mieux expliquer, je crois que... Et le pire, parce que pendant un moment de mon séjour, j'étais inconnu dans un hôpital. Alors, ce que je trouve terrible, c'est qu'on parle de vous à la troisième personne. Alors, il va se déshabiller, en criant fort, en pensant que je suis sourd. Ah, ça, c'est... les cheveux blancs, il est sourd. Donc, il va se déshabiller et il va mettre un pyjama. Voilà. Et avec ceci, on lui donnera quoi? C'est ça. Non, mais on peut dire simplement déshabillez-vous. Bien sûr. Vous faites aussi un petit constat de vos 40 ans d'hôpital en France. Oui, un peu pessimiste. Voilà. Un petit mot là-dessus, sur l'hôpital en France. Un peu de nostalgie. Vous l'avez vu évoluer, en bien, en mal? Entre nous, pour être bref. Vous savez, vous avez fait de la génétique, vous, non? Non, mais... Faisons comme si vous aviez fait de la génétique. Ça me va. Eh bien, vous savez, en génétique, il y a des changements et des mutations. Et la mutation, c'est un nouvel agencement de molécules. Donc, pour l'hôpital, il faut un nouvel agencement de molécules, vu les problèmes qui se profilent à l'horizon proche pour certains. On demande à un hôpital d'être rentable, vous vous rendez compte? D'être rentable. Alors vous vous dites, mais pourquoi? Parce que vous devez être rentable. Et c'est pas la même médecine. Maintenant, on soigne avant d'être malade. Vous voyez bien que les approches, ce sont des immenses plateaux techniques. Enfin, et dans tout le personnel, maintenant, il y a un droit au RTT. C'est une culture, mais c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça. Et il faut les payer sinon. Et ça coûte mais très oui, cher. alors, tout ça, et puis c'est plus la même médecine. Vous savez, moi j'ai vu le grand changement, par exemple, on ne meurt plus chez soi. C'est vrai. On ne meurt plus chez soi. Donc, si on ne meurt pas chez soi, on meurt à l'hôpital. Et c'est une charge terrible pour le personnel médical et paramédical. Vous voyez, tout ça fait que c'est un autre hôpital, c'est une autre structure, et si cette mutation ne se fait pas, attention. Là, il peut y avoir dégradation de la qualité de la médecine, ce qui n'est pas. C'est un phare de la société, l'hôpital en France. L'hôpital public, et j'ai voyagé, Il y a quand même une sacrée justice, quand on compare avec d'autres pays, à l'accès aux soins quand même. Donc l'hôpital public, c'est un phare pour la société, il ne faut pas lui retirer l'ampoule.
On a bien entendu. Merci en tout cas, professeur, d'être venu ce matin. Je rappelle donc la sortie de votre livre « Dites-moi la vérité, docteur » aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.